L'épopée tragique du Titanic. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Le Titanic, emblème d'une ère marquée par l'innovation technologique et l'optimisme exacerbé, reste un cas d'école incontournable dans les études sur l'histoire maritime, l'ingénierie navale et la gestion des crises. En avril 1912, ce colosse des mers sombra tragiquement dans l'Atlantique Nord, emportant avec lui près de 1500 vies. Ce texte revisite cet événement majeur avec un regard académique, enrichi d'analyses techniques et sociologiques. Au tournant du XXe siècle, le commerce maritime était au cœur de l'économie mondiale. Les grandes compagnies transatlantiques rivalisaient pour dominer le transport de passagers et de marchandises entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette période, souvent qualifiée de Belle Époque, se caractérisait par une foi quasi illimitée dans les progrès technologiques. La White Star Line, dirigée par Bruce Ismay, voulait dépasser la Cunard Line, qui avait déjà innové avec les Lusitania et Mauretania, réputés pour leur vitesse. Cependant, la White Star Line choisit une approche différente, privilégier le confort et la grandeur. Ainsi naquit le projet de la classe olympique, comprenant 3 navires, l'Olympique, le Titanic et le Britannic. Le Titanic fut conçu par l'ingénieur en chef Thomas Andrew, des chantiers navals Harland & Wolff à Belfast. Mesurant 269 mètres de long et pesant 46 000 tonnes, il était équipé de 16 compartiments étanches censés rendre le navire insubmersible. Cependant, ces compartiments ne montaient pas jusqu'au pont supérieur, une faille qui jouerait un rôle crucial lors du naufrage. Des milliers d'ouvriers furent mobilisés pour construire le Titanic. Travaillant dans des conditions difficiles, ils faisaient face au risque d'accidents mortels et aux cadences imposées par le calendrier strict de la White Star Line. Une anecdote rapportée raconte que les ouvriers organisaient régulièrement des prières collectives pour se protéger des mauvais esprits présumés liés à un projet aussi ambitieux. Le Titanic incorporait des technologies de pointe pour l'époque. Ses moteurs à quadruple expansion, associés à une turbine à vapeur, lui permettaient d'atteindre une vitesse maximale de 23 nœuds. Les hélices, en particulier celles du centre, mesuraient plus de 7 mètres de diamètre et étaient parmi les plus grandes jamais fabriquées. Le navire disposait également de systèmes électriques avancés, comprenant des générateurs pour alimenter les éclairages, les ascenseurs, et même un réseau télégraphique sans fil. Ce dernier, géré par des opérateurs de la société Marconi, jouera un rôle clé lors des appels de détresse. Le Titanic n'était pas simplement un moyen de transport, il incarnait le sommet de la richesse et de l'élégance. La première classe offrait des suites somptueuses comprenant chambres, salons privés et salles de bain avec baignoire. Les espaces publics, comme la salle à manger principale, étaient décorés avec des boiseries exquises et des lustres en cristal. Les passagers de première classe avaient accès à des équipements rares pour l'époque, une piscine intérieure, un gymnase équipé de machines modernes, des bains turcs, et même un cours de squash. Les repas étaient préparés par des chefs renommés et servaient des mets tels que du homard, du caviar et des pâtisseries françaises. La deuxième classe, bien que moins luxueuse, surpassait largement les standards de confort des autres navires de l'époque. Les passagers bénéficiaient de salons élégants, de bibliothèques et de cabines spacieuses. Cette catégorie attirait principalement des classes moyennes, comme des enseignants, des commerçants et des fonctionnaires. La troisième classe, souvent appelée stérage, était conçue pour transporter des migrants à destination des États-Unis. Bien que les cabines fussent rudimentaires, elles offraient des lits individuels et une ventilation adéquate, une amélioration notable par rapport aux conditions rudimentaires des navires concurrents. Le Titanic reflétait les divisions sociales de son époque. Les passagers de première classe disposaient d'espaces exclusifs, tandis que ceux de troisième classe étaient confinés dans des sections séparées. Cette stratification sociale se manifestait également dans les repas. Un passager de première classe pouvait savourer un festin de plusieurs plats, tandis que les migrants de troisième classe recevaient des repas simples mais nutritifs. Le 10 avril 1912, le Titanic quitta Southampton avec 2224 passagers et membres d'équipage.
Des escales à Cherbourg en France et à Kehaston en Irlande permirent d'embarquer davantage de voyageurs, dont de nombreuses familles espérant un avenir meilleur en Amérique. Le capitaine Edward John Smith, surnommé le capitaine des millionnaires, commandait le navire. Marin expérimenté proche de la retraite, il incarnait la confiance que la White Star Line voulait inspirer à ses passagers. Dès le départ, des problèmes se manifestèrent. Un incendie dans une soute à charbon, signalé avant même que le Titanic ne quitte Southampton, affaiblit probablement une partie de la coque. Les messages radio reçus tout au long du voyage mentionnaient des champs d'icebergs, mais ces avertissements furent largement ignorés. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic heurta un iceberg sur son flanc tribord. L'impact provoqua des brèches sous la ligne de flottaison, inondant rapidement 5 compartiments étanches. Bien que le choc fût relativement léger, les conséquences furent catastrophiques en raison des failles dans la conception des compartiments. Le navire n'était équipé que de 20 canaux de sauvetage, suffisants pour environ 1200 personnes. Les premiers canaux furent lancés à moitié vides, en partie à cause du manque de coordination et de l'idée fausse que le Titanic pourrait rester à flot indéfiniment. Les témoignages des survivants décrivent des scènes déchirantes, des familles se disant adieu, des passagers refusant de quitter leurs proches, et des membres d'équipage tentant désespérément de maintenir l'ordre. Parmi les nombreux actes héroïques, les musiciens du navire continuèrent de jouer jusqu'à la fin, apportant un certain réconfort aux passagers. Le capitaine Smith, fidèle à la tradition maritime, resta sur le pont et aurait déclaré « Faites de votre mieux pour sauver les femmes et les enfants ». Les enquêtes menées après le naufrage révélèrent des lacunes criantes dans les réglementations maritimes. La Convention SOLA de 1914 imposa des mesures strictes, notamment l'obligation de disposer de canaux de sauvetage pour tous les passagers et d'organiser des exercices d'évacuation réguliers. Le Titanic devint rapidement un symbole de la fragilité humaine face aux forces de la nature. Son histoire inspira des centaines de livres, films et documentaires, dont le célèbre film de James Cameron en 1997, qui raviva l'intérêt du public pour cette tragédie. Depuis sa découverte en 1985, l'épave repose à près de 4000 mètres de profondeur. Les explorations sous-marines ont permis de remonter des artefacts qui offrent un aperçu poignant de la vie des passagers. Cependant, ces efforts soulèvent des questions éthiques. Faut-il préserver l'épave comme un sanctuaire ou continuer à récupérer des objets à des fins scientifiques et éducatives ? Le Titanic incarne les contradictions de son époque, un exploit technologique confronté aux limites de l'arrogance humaine. Pour les étudiants en ingénierie, en histoire maritime ou en gestion des crises, son étude offre des enseignements précieux sur l'importance de l'anticipation, de la réglementation et de l'humilité face à la nature. Plus qu'un simple navire, le Titanic demeure un symbole intemporel, rappelant que même les plus grandes réalisations humaines peuvent être balayées par les forces de l'imprévisible. Les fantômes du Titanic, entre tragédie et mystère. Le Titanic, ce géant des mers, repose depuis plus d'un siècle au fond de l'Atlantique Nord, un témoignage silencieux d'une tragédie humaine et technologique. Cependant, au-delà des faits historiques, des histoires captivantes racontent des phénomènes inexpliqués liés aux âmes perdues cette nuit-là. Explorons ensemble ces récits mystérieux des fantômes du Titanic. Dès sa construction, les ouvriers des chantiers navals Harland & Wolff à Belfast furent confrontés à des incidents inexpliqués. Plusieurs accidents graves eurent lieu, coûtant la vie à des ouvriers expérimentés. Certains témoignages évoquent des ombres furtives dans les entrailles du navire ou des bruits étranges, comme des coups venant des parois encore en construction. Une légende raconte qu'un des ouvriers, après avoir failli tomber d'une passerelle, déclara « Ce navire porte un mauvais sort. Si grand soit-il, il est voué à l'échec. » Cette déclaration, rapportée des décennies plus tard par des descendants d'ouvriers, alimente l'idée d'une malédiction. Le 31 mai 1911, des milliers de personnes se rassemblèrent pour voir le Titanic glisser dans les eaux pour la première fois. Certains témoins affirmèrent avoir ressenti une étrange atmosphère lors de la cérémonie. Un incident mineur, où des câbles se rompirent soudainement, causa une grande frayeur parmi les spectateurs. Après le naufrage, ces incidents prirent une nouvelle signification, renforçant l'idée que le Titanic était hanté avant même de prendre la mer. Avant le départ inaugural, des employés de la White Star Line inspectèrent minutieusement le navire. Certains rapportèrent avoir ressenti un froid inexplicable dans certaines cabines de première classe.
Une femme de chambre raconta avoir entendu des pleurs derrière une porte fermée, mais aucune trace de passager ne fut trouvée à cet endroit. Dans une autre anecdote, un passager de 3e classe aurait vu, dans le reflet d'un hublot, une silhouette spectrale portant une tenue d'équipage. Cette vision le perturba au point qu'il insista pour descendre à la première escale à Cherbourg. Plus tard, après le naufrage, cet homme témoigna avoir eu l'impression qu'une force invisible cherchait à le prévenir d'un danger imminent. En 1985, lorsque Robert Ballard découvrit l'épave du Titanic, l'émotion fut immense. Cependant, certains membres de l'équipe rapportèrent des expériences troublantes. L'un des opérateurs de caméra déclara avoir entendu des chuchotements dans ses écouteurs alors que tout contact avec la surface était interrompu. Depuis, des dizaines d'équipes de plongeurs ont exploré l'épave. Plusieurs d'entre elles ont témoigné de phénomènes étranges, des silhouettes dans les coursives effondrées, des sons évoquant des cris ou des sanglots. Certains plongeurs affirment même avoir vu des visages dans les hublots immergés, comme si les passagers observaient encore leur navire. Un plongeur expérimenté décrit une de ces descentes. Lorsque je suis arrivé près de la salle des machines, j'ai ressenti une pression immense, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Mon équipement fonctionnait parfaitement, mais j'entendais des bruits métalliques, comme des outils frappant contre une surface. C'était inexplicable. Un des témoignages les plus troublants concerne les musiciens. Plusieurs plongeurs disent avoir entendu des notes de musique faibles mais distinctes provenant de l'épave. Ces récits font écho aux histoires des survivants, qui rapportèrent que l'orchestre jouait jusqu'au dernier moment pour apaiser les passagers. Des explorateurs plus récents rapportent des sons qui semblent imiter les accords du morceau Nire, My God, Tutti. Ces témoignages alimentent l'idée que les esprits des musiciens pourraient encore jouer dans les profondeurs. Des équipes modernes utilisant des robots sous-marins ont également signalé des anomalies inexpliquées. Des caméras se coupent sans raison, des équipements tombent en panne lorsqu'ils s'approchent des zones où se trouvait autrefois la salle à manger de première classe. Certains techniciens évoquent une atmosphère oppressante qui semble peser sur les explorateurs. Depuis la découverte de l'épave, de nombreux objets ont été remontés à la surface, bijoux, vaisselle, vêtements, et même des pièces de mobilier. Ces artefacts sont exposés dans des musées à travers le monde, mais plusieurs d'entre eux seraient liés à des phénomènes paranormaux. Un diamant retrouvé dans une cabine de première classe aurait provoqué des visions terrifiantes chez plusieurs de ses détenteurs. Une femme qui l'avait acquis lors d'une vente aux enchères rapporta avoir entendu des cris dans sa maison la nuit suivante. Effrayée, elle rendit rapidement l'objet au musée. De même, une horloge ayant appartenu à un passager aurait arrêté de fonctionner exactement à 2h20, l'heure à laquelle le Titanic sombra. Les gardiens du musée où elle est exposée rapportent qu'elle recommence parfois à tourner, sans raison apparente. Un manteau retrouvé près de l'épave est une autre source de légende. Exposé dans un musée, plusieurs visiteurs disent avoir senti une odeur d'eau salée ou de moisissure en s'approchant, alors que l'objet avait été soigneusement restauré. Certains prétendent même avoir vu l'ombre d'un homme se refléter dans la vitre de l'exposition. Dans plusieurs musées, des phénomènes paranormaux ont été signalés autour des artefacts du Titanic. À Londres, un gardien de nuit affirme avoir entendu des pas dans une salle vide où étaient exposées des pièces provenant de l'épave. À Las Vegas, un visiteur aurait vu une silhouette fugace se refléter dans une vitre contenant un fragment de l'une des rampes du grand escalier. Après le naufrage, de nombreux survivants furent hébergés dans des hôtels de New York et de Southampton. Certains de ces lieux sont désormais célèbres pour leurs phénomènes paranormaux. Au Chelsea Hotel, des employés rapportent régulièrement des apparitions dans les couloirs, notamment une femme en robe blanche semblant chercher quelque chose. Plus troublant encore, certains descendants de passagers du Titanic affirment que leurs maisons sont le théâtre d'événements étranges. Des bruits de pas, des objets déplacés, ou des voix murmurant des noms liés au Titanic ont été rapportés à plusieurs reprises. Une femme raconte : mon arrière-grand-père était un des survivants. Depuis mon enfance, j'entends parfois quelqu'un appeler son nom dans notre maison. Pourtant, personne d'autre n'est là. Dans d'autres récits, les descendants affirment avoir eu des rêves répétitifs montrant des scènes de la tragédie, avec des détails précis qu'ils ne connaissaient pas consciemment. Certains spécialistes du paranormal pensent que les fantômes du Titanic cherchent à transmettre un message. Ils évoquent souvent les émotions intenses ressenties par les passagers lors de la tragédie, qui auraient laissé une empreinte énergétique durable.
L'épave elle-même est perçue comme un lieu de mémoire, mais aussi comme un sanctuaire pour les âmes des disparus. Des plongeurs affirment ressentir une atmosphère solennelle en s'approchant, comme si les lieux demandaient du respect et du silence. Les initiatives visant à préserver l'épave et à raconter l'histoire des passagers sont parfois vues comme une forme de réconciliation avec ces âmes errantes. Les musées et documentaires rappellent non seulement la tragédie, mais honorent également les vies perdues. Les tentatives de préserver l'épave ont également été entravées par des accidents inexpliqués, renforçant l'idée que certaines forces invisibles protégeraient les lieux. Les récits des fantômes du Titanic divisent. Pour certains, ils ne sont que des légendes alimentées par l'imaginaire collectif. Pour d'autres, ils témoignent d'une réalité surnaturelle, montrant que des tragédies humaines aussi intenses ne s'effacent jamais totalement. Quoi qu'il en soit, le Titanic reste une source inépuisable de fascination. Il ne représente pas seulement un chapitre de l'histoire maritime, mais aussi un lien mystérieux entre le passé et le présent. Ces fantômes, qu'ils soient réels ou symboliques, rappellent que la mémoire collective a le pouvoir de transcender le temps et de maintenir vivantes les histoires des âmes disparues.